Allez, aujourd'hui, on plonge dans une des pièces les plus noires, les plus puissantes du théâtre français, la Médée de Pierre Corneille. On est en 1835, bien avant le classicisme bien rangé, et cette œuvre, c'est un pur concentré de fureur, de magie, de passion à l'état brut. Alors accrochez-vous, parce qu'on va décortiquer ensemble la mécanique implacable de cette vengeance absolue. On commence avec cette réplique qui est juste iconique. Quand on lui demande ce qui peut bien lui rester après avoir tout perdu, l'amour, le statut, sa patrie, Médée répond juste « moi ». Et tout est là. Ce n'est pas le cri d'une victime qui s'apitoie sur son sort, non. C'est l'affirmation d'une puissance totale, une puissance qui ne dépend de rien ni de personne. C'est vraiment la clé pour comprendre la femme qui va commettre l'impensable. Pour vraiment saisir la violence des actes de Médée, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel elle évolue. Ce n'est pas une tragédie classique, tout en retenue et en ordre. C'est une pièce qui porte vraiment la marque de son époque. Corneille écrit ici une pièce baroque. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il faut s'attendre à du grand spectacle, à du sang, à de la magie qui se déploie sur scène, à des émotions complètement extrêmes. Le baroque adore le chaos, l'illusion, la démesure. On est à des années-lumière du théâtre raisonnable et bienséant qui va s'imposer quelques décennies plus tard. Ok, petit rappel des faits, c'est important. Dans le passé, Médée a absolument tout sacrifié par amour pour Jason. Elle a trahi son propre père, elle a tué son frère, des crimes horribles, mais commis pour lui. Et maintenant, aujourd'hui, à Corinthe, que fait Jason? Il la jette, il la répudie pour épouser la princesse du coin, Créeuse. Sa justification, c'est de la pure stratégie politique, pour leur avenir, pour celui de leurs enfants. Pour Médée, c'est tout simplement l'ultime trahison. Voilà les 4 forces en présence, les acteurs de ce drame. On a Médée, la magicienne blessée qui refuse d'être une simple victime, Jason, le grand héros devenu un politicien lâche et calculateur, Créon, le roi qui gouverne par la peur, et enfin Créeuse, la princesse un peu superficielle dont la vanité va la perdre. La collision entre ces 4-là, elle est inévitable, et elle va être explosive. Bon, maintenant que le décor est planté, entrons dans le cœur de la pièce. Parce qu'avant le feu et le sang, la vraie bataille, elle se joue avec les mots. C'est un duel psychologique, un duel de rhétorique d'une intensité assez folle. Le roi Créon a peur de Médée, donc il la bannit. Logique. Sauf que c'est là qu'il commet son erreur, l'erreur fatale. Médée fait semblant de se soumettre, elle joue la mère éplorée, et elle réussit à lui arracher un délai. 24 heures. Un seul petit jour. Et ce jour, accordé par pitié ou par mépris, va devenir l'arme de sa vengeance. C'est dans ce court laps de temps qu'elle va monter toute sa terrible machination. L'acte 3, c'est une confrontation magistrale. On a 2 mondes qui s'affrontent. D'un côté, la logique de Médée. Elle parle de passion, de sacrifice, de loyauté trahie. Ce qu'elle veut, c'est une justice personnelle. De l'autre côté, Jason lui oppose la froide raison d'État, la sécurité, le pragmatisme politique. C'est un dialogue de sourds, il n'y a aucune discussion possible. Leurs 2 logiques sont absolument irréconciliables. Et voilà la phrase qui résume absolument tout son argumentaire. Elle lui jette cette vérité terrible au visage. Tous les crimes qu'elle a commis, c'est pour lui qu'elle les a faits. Alors en l'abandonnant, il n'est pas seulement ingrat, il l'a puni pour une monstruosité qu'il a lui-même contribué à créer. Et il ne faut pas croire que Médée agit juste sous le coup de la colère. Pas du tout. C'est une stratège hors pair. Pendant qu'elle prépare sa vengeance, elle pense déjà à l'après. Elle se sert de ses pouvoirs pour aider le roi Égée, et en échange, elle obtient la promesse d'un refuge sûr à Athènes. Elle planifie non seulement son crime, mais aussi sa fuite. À partir de ce moment précis, la parole cède la place à l'action. La machine infernale est lancée, et plus rien ni personne ne pourra l'arrêter. Les événements vont maintenant s'enchaîner avec une logique froide, méthodique et terrifiante. Regardez la précision, presque clinique, de sa vengeance. Étape 1, le cadeau. Une robe somptueuse, symbole parfait de la vanité de Créeuse, qu'elle fait livrer par ses propres enfants. Étape 2, l'exécution. Le poison magique s'enflamme, la robe devient un brasier qui tue la princesse et son père qui essaye de la sauver. Étape 3, l'annihilation. L'acte impensable. Elle poignarde ses enfants pour détruire tout l'avenir de Jason. Et enfin, étape 4, le triomphe. Elle ne s'enfuit pas comme une criminelle. Non, elle quitte la scène en déesse sur un char tiré par des dragons. 2. C'est le nombre de vies innocentes qu'elle prend pour accomplir sa vengeance la plus intime et la plus totale. Elle ne se contente pas de tuer sa rivale. Non, elle vise bien plus haut. Elle anéantit la lignée, l'avenir même de Jason. Elle détruit leur passé commun pour lui ôter toute raison de vivre. Le résultat final, c'est une dévastation complète.
Jason a tout perdu. Sa nouvelle femme, son futur royaume et surtout ses enfants. Totalement anéanti, il se suicide sur scène. Et Médée, elle s'est envolée, invaincue. C'est l'un des très rares dénouements de tragédie où le monstre triomphe de manière aussi absolue. Après ce déchaînement d'horreur, la question se pose évidemment. Mais pourquoi cette pièce continue de nous fasciner à ce point? Qu'est-ce qui se cache derrière ces crimes monstrueux? Allons un peu au-delà des faits pour analyser la portée de cette œuvre incroyable. Il y a plusieurs grands thèmes qui traversent la pièce. D'abord, l'ingratitude de Jason, c'est vraiment la faute originelle, ce qui met le feu aux poudres. Ensuite, l'hubris, cet orgueil démesuré qui caractérise Médée, qui se place au-dessus de toutes les lois humaines et divines. Il y a aussi la catharsis, l'idée que la pièce nous fait ressentir de la terreur et de la pitié pour nous purger de nos propres passions. Et enfin, il y a cette idée fascinante du sublime dans le mal. On est horrifié par ces actes, bien sûr, mais on ne peut s'empêcher d'admirer cette force de caractère, cette volonté indomptable. Et ça, c'est un point absolument crucial. Médée n'est pas folle. À aucun moment, elle ne perd la raison. Elle sait parfaitement ce qu'elle fait, elle pèse le pour et le contre, elle hésite même. Son crime, c'est le fruit d'une décision consciente, d'une volonté de faire. Et c'est cette lucidité terrible qui rend son acte si effrayant et qui nous empêche de la rejeter simplement comme une folle furieuse. Au final, Corneille nous laisse avec cette question vertigineuse. Face à une trahison absolue, face à une injustice totale, est-ce que la vengeance peut devenir la seule forme de justice qui reste? Médée est un monstre, c'est une certitude. Mais n'est-elle pas aussi l'instrument d'une sorte de justice immanente contre l'ingratitude et le parjure? La pièce ne donne aucune réponse facile, et c'est précisément ce qui en fait, encore aujourd'hui, un chef-d'œuvre intemporel.